Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, rapport annuel 2024 Amnesty International alerte sur les dérives de l'État du Sénégal concernant la liberté d'expression. L'ONG dénonce également la fermeture de plusieurs médias privés au Sénégal, une décision jugée précipitée et préjudiciable à la démocratie. Le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, invite les autorités à respecter les principes de liberté d'expression et propose des mesures alternatives. Les détails à suivre en début d'édition avec Aram Faldo. Situation des entreprises de presse du Sénégal, la CAP, coordination des associations de presse, appelle à la mobilisation pour faire face aux monstres et aux multiples forfaitures. Les acteurs des médias rappellent aux autorités que la presse reste toujours un rempart de la démocratie. La CAP a décidé ainsi, dans le cadre de son plan d'action, d'initier une série de rencontres avec les organisations syndicales, le patronat, la société civile, entre autres. Un sit-in est également prévu devant les locaux du ministère de la Communication. La criminalité organisée gagne du terrain et menace l'économie ainsi que le développement du Sénégal. Pour y remédier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a dévoilé ce matin une nouvelle stratégie nationale. Cette feuille de route repose sur 4 piliers et couvrira la période 2025-2029. Les précisions, ce sera avec Elisabeth Grastine. Et puis, châtiment corporel, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA appellent à une mobilisation urgente. Ils dénoncent la persistance des violences faites aux enfants, notamment ceux en situation de migration. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Rapport annuel 2024 Amnesty International alerte sur les dérives de l'État du Sénégal concernant la liberté d'expression. L'ONG dénonce également la fermeture de plusieurs médias privés au Sénégal, une décision jugée précipitée et préjudiciable à la démocratie. Amnesty International, selon son directeur exécutif, Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, il invite les autorités à respecter les principes de la liberté d'expression et propose des mesures alternatives. Amnesty International dresse également un tableau alarmant des droits humains, la restriction des libertés publiques et des atteintes persistantes aux droits des femmes. Les détails avec Aram Faldo et Seleman Diallo. La fermeture des médias privés risque de ternir l'image du gouvernement sénégalais selon Amnesty International. Seydi Gassama soutient que l'État doit se démarquer de toute précipitation dans cette démarche de régulation des médias. Et il y a même d'autres moyens beaucoup plus efficaces de notre point de vue pour encourager les médias à se régulariser. Il y a l'aide de la presse. On peut décider que l'aide de la presse, on donne qu'aux médias qui sont en conformité. L'État peut décider que l'aide de la presse qui est jaloux au secteur n'ira désormais qu'aux médias qui sont en conformité. Que les marchés publics, pour en bénéficier, la publicité de l'État, il faut maintenant être en conformité. Mais ce sont des moyens pour encourager les médias à aller vers la régularisation. L'aide de la presse, tout le monde l'aime bien. Il propose à la place le retrait de l'aide à la presse et des marchés publicitaires de l'État afin de contraindre les médias à se conformer au code de la presse. Nous pensons que lorsqu'on arrive au pouvoir et qu'on trouve un secteur aussi désorganisé, il faut prendre le temps de l'organiser. Il ne faut rien précipiter. On ne peut pas en un an dire qu'on va régler la situation de la presse. On va obliger tout le monde à se conformer en un an. Clairement, ce ne sont pas des délais raisonnables. Ce ne sont pas des délais raisonnables. Il faut que l'État sache que les médias sont extrêmement importants pour la démocratie. Cela dispense l'État de ces fermetures qui sont impopulaires et qui sont mauvaises pour l'image de l'État au niveau international.
S'agissant de la liberté d'expression, Seydi Gassama estime que peu d'avancées ont été notées sous le régime en place et appelle le gouvernement à annuler les peines de prison infligées à des individus ayant exercé leur droit à la liberté d'expression. L'État du Sénégal doit aller dans le sens de décriminaliser, supprimer les peines de prison pour toutes les infractions liées à la liberté d'expression. C'est cela que demandent toutes les instances onusiennes de défense des droits humains. La Cour sur la CEDEAO ont tous, n'est-ce pas, rendu plusieurs décisions où elles considèrent que les peines privatives de liberté pour un exercice inapproprié de la liberté d'expression, que les peines de prison étaient disproportionnées et que les États étaient encouragés à les supprimer. Le rapport 2024 d'Amnesty International fait le point sur la situation des droits humains au Sénégal et dans le monde entier. Contrairement au régime précédent, des diligences se rapportant à l'impunité sont allouées par l'Amnesty International. Aram Falnaou, pendant ce temps, la CAP Coordination des associations de presse appelle à la mobilisation pour faire face aux monstres et aux multiples forfaitures. Les acteurs de la presse rappellent aux autorités que la presse reste toujours un rempart de la démocratie. La CAP a décidé ainsi, dans le cadre de son plan d'action, d'initier une série de rencontres avec les organisations syndicales, le patronat, la société civile, entre autres. Et cette série sera bouclée par un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication. Écoutons Mamadou Ibra Kane, il est le président du CEDEPS. Ses propos sont recueillis par Moussa Dia. Les normes auxquelles doivent obéir, que doivent respecter les entreprises de presse, ce sont les normes de n'importe quelle entreprise commerciale au Sénégal. Nous devons respecter la loi fiscale, le Code général des impôts et domaines. Nous devons respecter la loi sociale, à savoir le Code du travail et les différentes conventions sectorielles. Nous devons respecter la loi de manière générale. Aucun ministère n'a le droit, par exemple le ministère de la Communication, aucun ministère n'a le droit de dire que telle entreprise de presse peut exister ou pas. C'est garanti par la Constitution du Sénégal. Je remplis les conditions de l'OADA, je remplis les conditions du Code des obligations civiles et commerciales, je remplis les conditions du Code du travail, je crée mon entreprise. Que le veuille le ministre de la Communication ou pas, que le veuille le président de la République ou pas, c'est de ma propre volonté, dès lors que je respecte la loi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand un ministre dit qu'il va enregistrer des médias, qu'il va diffuser une liste de médias conformes ou pas, ce sont des allégations qui n'ont aucun fondement juridique et qui violent la loi de manière totale. Et c'est pourquoi nous allons mener ce combat-là, parce que quand même, il y a un embryon d'état de droit au Sénégal qui nous permet, qui a permis la troisième alternance politique, le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est grâce à l'embryon d'état de droit qu'ils ont pu arriver au pouvoir. C'est grâce à cela que nous, en tant que presse, nous avons contribué à trois alternances politiques. Nous avons contribué à la stabilité politique et sociale et nous voulons continuer de jouer ce rôle et non pas qu'on soit domestiqué par quelque pouvoir que cela puisse être. Enseignement supérieur, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal ne signera pas le pacte social le 1er mai prochain. Ses membres regrettent la non prise en compte de l'essentiel des revendications lors du dialogue social. Je vous propose d'écouter les explications d'Ousmane Ndiaye. Il est le secrétaire général adjoint national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal. Il est interrogé par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Qu'il sera très difficile pour le SSU de signer le pacte social le 1er mai. Parce que l'essentiel des revendications n'a pas été pris en compte dans le cadre du dialogue social. Le PATS attend beaucoup du ministère de l'Enseignement supérieur. Malheureusement, le gouvernement n'a pas beaucoup aidé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
parce que tous les acteurs, les véritables acteurs de l'enseignement supérieur n'ont pas été conviés à cette rencontre, à ces dialogues nationaux. C'est pourquoi nous gardons un espoir, puisque le ministre a décidé de convoquer dans les prochains jours les recteurs, les directeurs de CROUS, tous les responsables des établissements d'enseignement supérieur et les syndicats autour d'une table pour discuter véritablement des problèmes que rencontre le personnel administratif, technique et de service, qui sont relatifs à la prime administrative spéciale qui doit être revalorisée de 75 000 francs, à la prime de risque qui doit être généralisée, à l'indemnité de logement, à l'indemnité de transport qui doit être alignée, mais également d'autres questions liées au redéploiement du PATS dans les différents centres des œuvres universitaires. Après Rufisque, direction Diamniadio, le comité du dialogue social de l'éducation et de la formation a été officiellement installé. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a appelé les acteurs à un dialogue inclusif pour établir une paix sociale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Les explications de Babacar Seck. Le secteur de l'éducation et de la formation a officiellement installé son comité directeur du dialogue social. Porté à la tête du comité, Kassa Diagne compte mettre en avant le capital humain. Nous avons beaucoup de compétences. Nous voudrions que ces compétences, qu'on puisse les voir dans les résultats de l'école. Un pays ne peut se développer qu'à travers son système d'éducation et de formation. On disait que nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de diamants. Je n'entre pas dans ça. Aujourd'hui, les gens le reconnaissent. Nous disions toujours, nous avons un capital humain extraordinaire. Mais ces derniers moments, c'est comme si notre école est en train de reculer et on a le courage de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Essayons chacun de répondre à cette question et courageusement. Et quand nous le faisons, regardons ces enfants. Nous aurons le courage de répondre et de nous engager pour l'avenir de ce pays. La paix sociale dans le secteur de l'éducation et de la formation ne sera possible que dans le cadre d'un dialogue inclusif afin d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages selon le ministre de l'Éducation nationale. Ma forte conviction est que les objectifs de qualité ne peuvent être atteints dans un climat de perturbation permanente. L'ensemble des rencontres d'évaluation sociale et de partage sur l'avenir de l'éducation ont identifié la détérioration du climat social comme un des facteurs de réduction du quantum, donc limitatif de la qualité des enseignements-apprentissages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autorités du pays, avec au premier chef le président de la République et le Premier ministre, ont donné des instructions fermes quant à l'instauration d'une culture du dialogue pour une paix sociale durable, surtout dans notre secteur. Le ministre s'est engagé à porter les orientations pertinentes du comité pour la stabilité et la paix sociale dans le secteur de l'éducation et de la formation. Châtiment corporel, les médiateurs des pays membres de l'UEMOA appellent à une mobilisation urgente. Les médiateurs dénoncent la persistance des violences faites aux enfants, notamment ceux en situation de migration, porte-voix des plus vulnérables. Ils rappellent leur rôle essentiel pour rétablir le dialogue entre citoyens et institutions. Demba Kandji est le médiateur de la République du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. L'expression la plus vivante de ces vulnérabilités et peut-être même de cette défiance vis-à-vis des politiques publiques et des institutions de nos États, ce sont ces jeunes femmes, porteurs d'enfants, dormant dans les rues, en train de mendier. Elles ont quitté leur pays pour venir dans les grandes capitales à la recherche de moyens de subsistance. C'est un manque d'adhésion aux politiques publiques. Et c'est les médiateurs de la République. Les médiateurs de la République ont justement pour mission de susciter la confiance des populations envers leurs institutions.
sans la confiance des populations, sans l'adhésion des populations aux politiques définies par les États, aux institutions mises en place par les États, il n'y a pas d'état de droit. Sans une justice forte qui arbitre les conflits entre la puissance publique et les citoyens, il n'y a pas d'état de droit. Donc nous avons, nous autres animateurs des institutions de médiateurs de la République, de susciter la confiance des citoyens envers leurs institutions. Parce que les conflits que nous voyons, l'insécurité sous-régionale est en partie due à la défiance, au manque d'adhésion des populations vis-à-vis, en tout cas dans leurs institutions. La criminalité organisée gagne du terrain et menace l'économie ainsi que le développement du Sénégal. Pour y remédier, une nouvelle stratégie nationale a été dévoilée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine. Portée par l'État avec l'appui de l'ONUDC, cette feuille de route repose sur 4 piliers et couvrira la période 2025-2029. Elisabeth Grastine et Pape Mafalfal. La criminalité organisée constitue une véritable légion qui déstructure l'économie et freine le développement. Quand nous parlons de criminalité organisée, on fait référence à une criminalité qui est orchestrée par des coalitions de malfaiteurs autour d'un certain nombre d'infractions qui sont connues en matière de trafic de drogue, de trafic de migrants, de pêche INN, de vente de médicaments falsifiés qui constituent en réalité une question de santé publique au niveau du pays. Cette stratégie nationale qui harmonise les efforts de l'État avec ceux de ses partenaires repose sur 4 piliers essentiels pour contrer l'emprise de la criminalité organisée. Cette stratégie elle est structurée autour des 4 P. La prévention, la protection, la poursuite et le partenariat au niveau intersectoriel mais au niveau sous-régional. Présidant cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a souligné dans son discours l'évolution constante de cette menace. Il a insisté sur l'urgence d'une union des forces vives pour y faire face. Les groupes criminels ne cessent de diversifier leurs activités. Il est impératif que nos institutions, nos forces de sécurité et l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale soient pleinement préparés à faire face à cette menace évolutive. La criminalité organisée mine nos sociétés, met en péril la sécurité de nos citoyens et freine notre essor économique. Face à ce constat, l'union de nos forces et une action concertée et proactive sont indispensables. Appuyée par le programme mondial de l'ONUDC, la stratégie nationale du Sénégal contre la criminalité organisée servira de feuille de route pour la période 2025-2029. À l'instant, Elisabeth Grastine, l'Assemblée nationale du Sénégal accueille la réunion de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. El Malick Ndiaye, qui a présidé la cérémonie, est revenu sur l'importance de cette rencontre. Il espère que les conclusions seront favorables à l'ensemble des pays membres. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Elisabeth Grastine et Pape Mafalfal. Ce rendez-vous politique constitue une occasion précieuse pour réfléchir aux enjeux actuels et explorer les moyens d'adapter les missions de notre Assemblée aux mutations géopolitiques en cours, en particulier dans l'espace francophone. Monsieur le Président, comme vous le savez, la commission politique se réunit dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires croissants, souvent liés à des menaces terroristes et à des bouleversements politiques internes qui touchent de près ou de loin l'ensemble de la communauté internationale. Il est donc impératif que la commission politique s'empare plus résolument de ces questions
qui concerne de nombreux États membres. Au-delà de son rôle de veille et d'analyse, la commission politique constitue un cadre de dialogue et de discussion permettant de mieux comprendre, avec le recul et l'objectivité nécessaires, les dynamiques internes propres à chaque État. Elle est également appelée à formuler des recommandations pertinentes en vue d'une sortie de crise lorsqu'elle s'impose. La question sécuritaire a toujours été au cœur des débats et au sein des grandes instances multilatérales et transrégionales, donnant lieu à de nombreux rapports, résolutions et déclarations. Il est cependant regrettable de constater que la complexité de cette problématique rend souvent vaines les initiatives politiques entreprises. C'est pourquoi je vous invite, au cours de vos travaux, à sortir des sentiers battus et à adopter une approche plus holistique intégrant les causes profondes de ces crises, telles que le développement durable, la cybersécurité, ou encore la résilience des États membres affectés par le retrait de certains partenaires de coopération. Santé dans cette édition, deuxième congrès de la Société sénégalaise de pathologie infectieuse et tropicale, l'État du Sénégal réitère son engagement pour faire face aux maladies infectieuses. La déclaration a été faite par Samba Korsar. Il est le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Voici ses explications au micro de Satou Diba et Barasso. Le ministère est plus que convaincu que nous ne pouvons réussir cette transformation systémique du secteur de la santé et de l'action sociale telle que proposée par les nouvelles autorités à travers le document qu'on appelle référentiel Vision 2050 sans la contribution des sociétés savantes. Et c'est cela qui a fait que le ministère de la Santé s'est engagé à mettre en place des ressources pour travailler de telle sorte que nous puissions accompagner ces sociétés savantes, non seulement dans la production scientifique, mais également dans l'accompagnement de nos services techniques. Le directeur de la lutte contre la maladie me le disait tantôt, les services de recherche, mais également ceux qui sont aujourd'hui dans le domaine de la génération de connaissances en sciences médicales, les accompagnent et les aident à emprunter des chemins qui les conduisent vers le succès dans le cadre de la lutte contre la maladie. Il m'a parlé de beaucoup de services en insistant particulièrement sur les services des maladies tropicales, des maladies infectieuses tropicales. La commune de Yoff a accueilli la 4e édition de la grande opération de plantation d'arbres initiée par la Direction des paysages urbains et des espaces publics en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme. Des milliers d'arbres ont été plantés et un vaste programme de sensibilisation a été lancé auprès des jeunes. Yoff s'engage ainsi pour un meilleur cadre de vie. Bala Moussa Fafana est le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Ces propos sont recueillis par Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguenbe. L'objectif de l'activité, c'est de montrer que le cadre de vie, c'est quelque chose que nous partageons, nous tous. Et ce que nous faisons de notre cadre dépend de nous, tous ensemble. Dans un quartier, nous devons d'un commun accord pouvoir sortir et nous occuper de notre cadre de vie. Parce que c'est l'élément le plus démocratique. Nous partageons
les mêmes problèmes quand il y a des ordures, nous partageons les mêmes problèmes quand il n'y a pas un embellissement, nous partageons les mêmes problèmes quand nous avons les problèmes d'odeur ou tout ce qui peut impacter le cadre de vie. Parce que le cadre de vie, ce n'est pas uniquement la propreté, mais c'est le bon voisinage, c'est la pollution sonore, c'est la pollution visuelle, c'est tout ce qui peut faire de sorte que notre cadre ne puisse pas être ce qu'on voudrait qu'il puisse être. Donc l'initiative, et je félicite M. Seydina Aliou Ndim pour cette initiative, c'est régulièrement d'organiser ces activités de promotion pour rappeler aux différents acteurs de nos quartiers que notre propreté, l'embellissement, le cadre de vie, c'est quelque chose que nous devons tous ensemble gérer ensemble. Ce n'est pas uniquement une direction qui doit réussir ces défis. Ce n'est pas uniquement la municipalité, ce n'est pas les Badjenougor, ce n'est pas les élus, ce n'est pas les membres du quartier, c'est tous ensemble. Dans quelques instants, l'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Eliman Diouf. Il est le secrétaire général de la CSA, Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.